toujours en compagnie d'Alexandre Malafaille et Jean-Michel Salvatore. Alexandre, je vous voyais réagir quand Maël Laurent parlait de l'Iran. C'est vrai qu'on a vécu plusieurs révoltes. On se dit que peut-être que cette fois-ci, ça sera la fin du régime des mollahs. Vous y croyez, vous ? Je l'espère, que je crois comme beaucoup d'entre nous. Y croire, c'est difficile parce que c'est un régime qui est d'une férocité extrême. Enfin, tout le monde le voit depuis des années. Ils ont une capacité de répression qui est redoutable. Ils ont quand même un appareil policier avec les gardiens de la Révolution, plus militaire, qui reste très solide. Et sachant que, vous savez, c'est toujours le problème de ce type de période. Si jamais ça bascule, tous ceux qui sont aux affaires vont devenir les pourchassés. Donc, et ce sera d'une violence redoutable pour ceux qui étaient aux affaires. Donc les gardiens de la Révolution, les mollahs. Apparemment, certains demanderaient leur visa. Oui, il y a des demandes. Alors ça, c'est totalement totalement tracé. Il y a un certain nombre de dignitaires pour leurs familles hautes qui ont commencé à chercher des solutions d'exfiltration, Ça au dit moins quelque pour leur chose, famille. ça, non ? C'est vrai que non, mais là, il y a véritablement, de toute façon, depuis la guerre des 12 jours, l'après n'est plus pareil. C'est-à-dire que le pays a été sans doute fracturé ou fissuré davantage qu'il ne l'était jusque-là, et vraisemblablement on est face à une espèce de déflagration lente qui va peut-être finir par, au bout du compte, emporter le régime. D'où l'extrême férocité du régime qui, bien sûr, ne peut pas prendre le risque de tomber, parce que ce type d'alternance ne sera pas douce. C'est pas comme au Venezuela où là, a priori, il y a peut-être une alternance qui va se faire de manière soft, avec des élections qui viendront, et puis finalement, personne perdra la face vraiment. Là, en Iran, il n'y a pas de discussion. Si les mollahs perdent, ils seront pendus, parce que c'est ce que je pense veut une très grande partie de la population. Donc ils vont s'accrocher jusqu'au bout. Mais à côté de ça, le pays a beaucoup changé, le pays est très fragilisé. Là, il y a visiblement un mouvement qui est fort. Et puis il y a, je pense, une capacité qui va peut-être venir s'en mêler, c'est que si les Américains décident à un moment donné de faire une manière très chirurgicale, de venir frapper à certains endroits, ça peut finalement donner le petit coup de boutoir définitif. C'est ce qu'a promis en tout cas Donald Trump, si la répression meurtrière se poursuivait. Ça peut être ambivalent, non, vous n'êtes pas d'accord, Jean-Michel ? C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que moi j'ai vraiment le sentiment que les Américains n'ont pas pris leur décision parce qu'ils voient bien le danger que ça peut représenter d'intervenir. Il peut y avoir des mesures de rétorsion, ça peut mettre en danger. Ça peut être un engrenage aussi. Ça peut être un engrenage. Non, ce que je veux dire, c'est que je rejoins ce que dit Alexandre. C'est vrai que l'Iran, c'est pas le Venezuela, et on voit bien que là, le pouvoir a quand même beaucoup de cordes à son arc pour tenir malgré tout. Il faut se souvenir que la révolution de 1979, qui avait porté les mollahs au pouvoir, c'est une révolution qui avait duré 1 an. Et donc là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il n'est pas du tout sûr, si vous voulez, que le pouvoir tombe d'un seul coup. Les gardiens de la Révolution, ils sont 180 000. Et ils n'ont rien à perdre, parce qu'ils voient bien que si le régime bascule, ils seront en première ligne et ils seront les premiers à être fusillés. Donc là, on est dans une épreuve de force absolument terrible, sanglante, dans une espèce de massacre à huis clos, puisqu'il n'y a plus d'Internet, etc. Il n'y a plus que les satellites de Elon Musk qui fonctionnent. Mais sinon, il n'y a plus rien. Et là, visiblement, d'après les informations que l'on a, il y a eu au moins 500 morts ces derniers jours, et il y a eu 10 000 arrestations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, donc en fait, on est au milieu du processus. On ne sait pas très bien si ce processus va être très long ou va être moyennement long. Et c'est vrai que les Américains, ils hésitent un petit peu. Et il n'avait pas l'air d'hésiter, Donald Trump, quand il parlait. Mais vous avez raison de dire que la répression est grande et forte. On avait François Hepsbourg hier qui nous expliquait effectivement que cette répression était très présente, ce que chacun sait, mais que là, cette révolution, elle allait au-delà des profils habituels. En plus, elle est partie, vous le savez, c'était un problème de pouvoir d'achat. Là, il y a beaucoup de gens exsangues qui ont faim, qui n'ont plus d'argent. C'est là tout le problème, et je pense qu'ils n'ont plus rien à perdre, les Iraniens, et que ça touche toute une grande partie de la société et des profils qui ne manifestaient pas avant. Oui, mais les gardiens de la Révolution, ils y vont à la Kalachnikov. Donc ça calme un peu quand même. Mais vous avez entendu cette femme, pardonnez-moi, Alexandre Malafaille, qui était le symbole, cette femme qui disait, face justement à cette armée, disait de toute façon j'ai 47 ans, vous pouvez me tuer, je suis morte, pardonnez-moi, elle n'avait pas 47 ans, elle dit je suis morte il y a 47 ans, vous m'avez déjà tout enlevé, donc je pense qu'il y a cette fois-ci peut-être, en fait la difficulté pour le régime, c'est que là pour le coup, il n'a plus rien à proposer. C'est-à-dire qu'à part la répression pour tenir et repousser l'échéance de la fin,
compte tenu des difficultés énormes qu'ils ont enregistrées et accumulées sur le plan économique, avec une inflation qui a atteint des sommets, avec une Oui, c'est activité ça. du quotidien qui est très très difficile, problème d'alimentation, il y a des problèmes qui se rajoutent à ça qui sont liés à l'extrême sécheresse, donc des problèmes de pénurie d'eau, etc., des problèmes de raccordement Mmh. électrique. Comme vous avez un pays qui est en si grande difficulté et que la seule solution que vous avez, c'est-à-dire uniquement la répression pour la répression, comment est-ce que vous faites pour assurer derrière que ça tient? Et là, la deuxième chose, c'est que le pays est en ébullition partout. C'est pas Oui, seulement c'est dans ça, certains c'est ça. centres névralgiques. Oui, oui. Vous avez vraiment dans les campagnes, dans les petits villages, etc., Mmh. des mobilisations qui sont ce qu'elles sont. Et on a vu aussi des scènes de fraternisation avec la police. Alors elles sont marginales peut-être, mais elles disent aussi quelque chose d'un moment Et donné oui, où on a vu voilà. des pays où l'armée se retournait, hein, quand même. Exactement. Hein. Ça a Donc été il le est cas très en possible qu'à un Tunisie moment donné, de toute pendant façon, la il y a une partie. révolution arabe. En plus, il y a une partie qu'on ne voit pas. Il Mmh. y a toute la partie, je dirais, coulisses, à la fois internationale, de la diplomatie et de ce qui est en train de se tracter entre les uns et les autres. Et puis également ce qui se passe sur le terrain. Il est possible qu'il y ait un certain nombre d'interventions extérieures, par le biais des Américains, par le biais des Israéliens qui ont encore des agents Mmh. sur place, voilà, qui petit à petit, effectivement, font des choses de manière à favoriser le moment où ça tombe, ou des retournements d'armée. Il est possible qu'à un moment donné, l'armée, finalement, choisisse son camp et se dise, Mmh. bah, plutôt que de se retrouver tous, effectivement, au bout d'une corde, bah, on va suivre la foule et suivre le peuple, parce que le Oui. peuple, reste le plus important. Vive le peuple et pas vive le Mmh. régime, quoi. Mmh. Jean-Michel Salvatore. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double dimension en fait à cette crise. Bon, il y a une dimension économique, hein, puisque bon, les 2 tiers des Iraniens vivent sous Bah le oui, seuil c'est ça. de C'est ce que pauvreté. Donc ça, je... c'est la première dimension. Mais il y a aussi une contestation de l'islam qui est très importante et qui est beaucoup plus importante qu'on l'imagine. Il y a des instituts de sondage qui ont travaillé Mmh. alors, Mmh. avec leurs propres moyens et dans des conditions évidemment difficiles, mais qui expliquent que d'après leurs observations, vous auriez 81% des Iraniens qui ne veulent plus entendre parler de la République islamique. Donc c'est aussi ça aussi, Oui, c'est avec aussi beaucoup de jeunes, des femmes. c'est aussi un carburant. Alors Ouais. en plus la population est très jeune, hein, puisque la Exactement. moyenne d'âge en Iran c'est Exactement. 32 ans. Mais c'est ça. 32 ans. Oui, 32 ans. avec des femmes, vous imaginez, qu'on peut marier à 9 ans, hein, Oui, de ce qui n'ont pas le côté-là, droit de faire d'études, qui ont... Bon, c'est fait partie de tous ces pays qui ont une pratique de l'islam qui est extrêmement rigoriste. Alors, la bonne nouvelle, si je puis dire, avec l'islam chiite, c'est que c'est un islam qui se réforme. Et c'est un islam qui est organisé très différemment de celui du sunnisme, parce que là, pour le coup, il y a un vrai clergé. Alors, malheureusement, à la tête, ce sont c'est la les réforme, mollahs. Mais dites ça aux femmes. mais il peut se réformer. C'est-à-dire que lui, il peut travailler sur le texte pour dire, bah, finalement, tel principe n'est plus une obligation. On peut vraiment Oui. changer le texte. Voilà, on peut vraiment faire Vatican II, on peut faire un aggiornamento. Il n'y a aucun problème avec cette C'est pas conception de la religion. charia, Exactement. ouais. Voilà, donc ça veut dire que si demain vous avez dans un pays comme l'Iran l'arrivée aux affaires de civils, de laïcs, voilà, le pays restera effectivement marqué par sa religion parce que c'est la religion archi-dominante, mais ils peuvent très bien la faire évoluer pour la rendre totalement compatible avec un système laïque comme nous le connaissons, comme on a aujourd'hui nous des rapports avec les religions en France, à l'exception de l'islam quand il est radical. Mais je pense que là il y a un petit message espoir et qui si ça arrivait, moi là où je croise Oui. les doigts, c'est que si ça arrivait, si ce pays basculait et qu'il devenait tout d'un coup pratiquant un islam paisible, comme on pratique une religion catholique paisible. Le message envoyé à tous ceux aujourd'hui qui défendent en France le fait que le voile c'est formidable, que ça permet d'émanciper la femme, ben, j'attends de voir ça avec grand plaisir. Voyez. Bon, mais je pense que vous êtes plein d'illusions, mon cher Alexandre Malafaille, mais Non, peut-être que vous d'espoir. aurez raison. Non, je m'accroche au fait que Mais la très bien. liberté est un ressort puissant et qu'en général c'est elle qui gagne à la fin. C'est une belle phrase. Il nous reste 3 minutes, messieurs. Je voulais vous faire réagir sur un sujet, alors pas forcément plus léger, mais vous avez entendu ce cri du cœur de l'industrie viticole. On n'en parle jamais parce qu'on parle toujours de Dry January, hein, vous savez, ce mouvement qui consiste à ne pas boire d'alcool au mois de janvier. Eh bien, les viticulteurs, eux, en ont marre. Ils s'inquiètent de cette vague d'hygiénisme, disent-ils, et de cette dérive militante. Alors, il y a aussi un exemple, c'est une émission de France 3 avec un chef étoilé et médiatique, Maury Sacco. Vous savez, alors ils font des plats, etc. Puis à la fin, ça se termine avec souvent un petit coup de rouge ou du bon vin. Et bien là, pof, c'était de l'eau. Alors, Gérard Bertrand, hein, le viticulteur assez connu, le pape des vignerons languedociens, qui ne manque pas d'esprit, dit en gros, le service public transforme le vin en eau. C'est vrai que... Oui, c'est assez drôle. Bon, ça en dit long sur déjà la mainmise des lobbies anti-vin et plus généralement l'anti-alcool qui devient assez rampant dans notre pays quand même, Jean-Michel. Alors on va pas défendre ici, c'est à consommer avec modération, mais quand même c'est aussi une partie de notre patrimoine. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est aussi une tendance lourde de la société. Les Français boivent de moins en moins de vin Bah oui, mais avec au quotidien, choses notamment à l'heure du déjeuner, etc. Bon,
pour plein de raisons, hein, et notamment pour des raisons qui tiennent à la sécurité routière. Hein, bon. Mais c'est vrai qu'on est dans une tendance finalement où les Français boivent de moins en moins, boivent de plus en plus de bière, mais ont surtout une consommation très festive. C'est-à-dire qu'on boit moins, mais quand on se retrouve le vendredi ou le samedi soir, là, on s'en donne à cœur joie. Bon, et c'est vrai que pour les viticulteurs, c'est assez exaspérant et navrant parce que très souvent, on assimile avec leurs le mois de produits janvier, c'est très qui sont compliqué, vraiment hein. des produits du terroir, comme vous le dites, et des produits culturels. Hein, on assimile ces produits-là, qui sont des très beaux produits, à des addictions. Et donc c'est vrai que moi je comprends l'exaspération de ces agriculteurs qui peuvent avoir le sentiment d'une très grande injustice. Oui, et puis bon, il y a un côté un peu moralisateur, même si encore une fois, évidemment, l'alcool n'est pas forcément bon pour la santé en grande quantité, il faut le consommer avec modération, mais je comprends aussi cet agacement. Alexandre Malafaille, vous en pensez quoi? Si vous voulez, je pense que oui, on a toujours raison de faire de la prévention quand il s'agit de lutter contre les addictions. Après, ce Dry January, il n'est pas né en France, il est né en Grande-Bretagne, ça s'est développé dans pas mal de pays, mais ça revêt maintenant en effet cette espèce de connotation d'un État qui envoie des messages, qui veut se mêler de tout, qui explique comment on doit vivre, comment il faut faire ci, pas faire ça, etc. Et je peux comprendre là aussi, oui, qu'à un moment ou à un autre, ça interroge les producteurs. Et c'est sûr que c'est un peu contre-intuitif par rapport à cette espèce d'histoire de France où, quand même, quelque part, l'art de vivre est un ensemble de choses au travers duquel on retrouve les plaisirs de la table, avec la gastronomie sous toute sa splendeur. Et tout d'un coup, faire un peu la chasse à quelque chose qui fait partie de nos savoir-faire, de nos fleurons. C'est-à-dire l'industrie viticole, l'art du vin. En France, c'est quelque chose qu'il faudrait éviter de trop s'aborder, quoi. Si on pouvait, parce que cette France aime bien de temps en temps se faire du mal, mais celle-là, en tout cas, moi, je continuerai à être un fidèle client, pour pas dire consommateur, pour entretenir la filière. Ils peuvent compter sur moi. Éponger les excédents. Ouais, avec modération, bien sûr. Hein. Avec modération, évidemment. Merci Alexandre Malafaille, merci Jean-Michel Salvatore.